j'ai le grand plaisir d'être ici à l'intérieur de la librairie La Licorne confinée. On a retiré, normalement on avait mis des petits draps pour pas que les livres commencent à trop blanchir. On est très content, malgré les problèmes actuels, de faire une première rencontre virtuelle, puisqu'il y avait des rencontres qui étaient prévues à La Licorne et elles ne vont pas se faire même, je pense, à la reprise, même s'il y a une reprise le 4 mai, ça ne se fera probablement pas. Alors donc, on fait une grande première, et pour cette grande première en Mondiovision, et pour les clients de La Licorne, j'ai le grand honneur de recevoir Monsieur Patrick Delperdanche. Bonjour. Patrick. Bonjour. Alors, comment allez-vous la première question qui vient, c'est évidemment comment allez-vous. C'est pas simplement une question de politesse, c'est un petit peu savoir comment vous vivez, vous, ce confinement en tant qu'homme et en tant qu'auteur. Écoutez, évidemment, c'est pas une période très agréable à vivre, mais d'un autre côté, ma vie n'était pas très différente de celle que je suis en train de vivre depuis un mois et demi, à part le fait que les librairies soient fermées, ce qui est quand même très important pour un auteur, je pense, et pour moi en particulier, puisque ce sont des lieux que je fréquente très régulièrement, quasiment quotidiennement. Et donc, c'est un peu une boutade, mais ce que je voulais tout simplement dire, c'est que la vie d'un auteur, c'est une vie quand même qui est un peu confinée au fil des mois, au fil des années. Ce sont des gens, en tout cas en ce qui me concerne, qui travaillent seuls dans un bureau quasiment toute la journée. Et puis, ils sortent évidemment pour un peu voir des gens. C'est ça qui me manque le plus. Et je pense que c'est ça qui manque le plus à tout le monde. C'est de rencontrer des gens, d'embrasser des gens, de serrer des mains, de croiser des gens dans la rue et de s'installer à une terrasse et pour regarder tout ce spectacle. Ça me manque évidemment beaucoup. À part ça, je continue à lire et je continue à travailler. Et donc, tout ça, cette période que j'espère qui va se terminer dans pas trop longtemps, n'est pas trop pénible à vivre, en tout cas pour moi. Maintenant, d'un point de vue concrètement aussi, il y a le problème, il y avait votre roman qui est là, dont on va parler, devait sortir je pense, début février. Il est sorti début février, mais donc il a eu à peine le temps de se mettre en route et d'avoir 2-3 critiques qui étaient toutes d'ailleurs très bonnes. Moi, j'en ai lu plusieurs, que ce soit dans le Loustic, dans le Soir, dans la Libre. Un bouquin qui démarrait très bien au niveau des critiques, qui tout d'un coup est stoppé net dans son élan au niveau des ventes et qui va mal. Bon, comme c'est un thriller, on se dit qu'on peut encore se le procurer et le lire pendant l'été, mais c'est plus difficile pour vous et pour votre éditeur. Bien sûr, vous le savez comme moi, toute la chaîne du livre est à l'arrêt. Et donc, évidemment, ça fait très plaisir de lire des critiques dans la presse qui continuent à apparaître, des critiques qui montrent que j'ai pas travaillé si mal que ça, finalement, on dirait, puisque, comme vous le disiez, ces critiques sont plutôt élogieuses, quoi. Et ça fait plaisir, bien sûr, mais d'un autre côté, on se dit… mais à quoi tout cela va-t-il servir? Est-ce que les gens vont se souvenir de ça quand ils auront l'occasion de retourner en librairie pour faire leurs achats? Est-ce que ce bouquin va continuer à exister? Est-ce qu'il va encore avoir une vie? Est-ce qu'il faudra pas attendre peut-être de le ressortir sous une autre forme, en poche tout ça, ce sont des questions que je ne suis pas le seul à me les poser, puisque je parle assez régulièrement à mon éditeur, aux arènes, et eux aussi, ils sont en train de se poser beaucoup de questions, puisque leurs sorties sont à l'arrêt depuis maintenant plusieurs semaines, et on ne sait pas quand tout ça va pouvoir redémarrer. Les bouquins qui sont parus donc en février et d'autant plus en mars, sont un peu, pas des sacrifiés, mais en tout cas, ils subissent de plein fouet ce confinement. Oui, bien sûr. Oui. Donc, alors, parlons un petit peu on ne va pas parler de votre œuvre, parce que bon, je pense que vous êtes né en 1960, je peux le dire, chacun fera les calculs. Vous êtes un baroudeur, pas un vieux baroudeur, j'ai dit un baroudeur, parce que ouais. je peux dire que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Donc, vous êtes un baroudeur déjà des lettres belges. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pas assez, vous avez obtenu le prix Rossel et le prix Rossel des jeunes en même temps pour le fameux Chant des Gorges, il y a déjà, je pense, plus d'une dizaine d'années. Et sur les derniers bouquins qui sont sortis, on est plus passé dans une logique de roman noir qui se passe souvent à la campagne. Il y a eu notamment celui-ci qui était paru chez Gallimard, qui était « Si tous les dieux nous abandonnent ».
Et ensuite, je trouve également... Oh là là, je suis en train de... tout en l'air. Déjà aux équinoxes, l'éternité n'est pas pour nous. Aujourd'hui, vous nous revenez avec un roman donc, qui est sorti donc, en février, qui s'appelle C'est pour ton bien, dans lequel on change un petit peu de registre. Est-ce que je vous demande, vous, de faire le pitch, parce que vous êtes finalement le seul à pouvoir décider de ce qui peut être spoilé ou ne pas spoiler au début d'un livre comme celui-là. Bien sûr, c'est très particulier puisque il s'agit en fait d'un thriller. C'était mon intention de départ. C'est justement comme vous le disiez, un peu quitter les sentiers que j'avais explorés ces dernières années, c'est-à-dire les sentiers du roman noir, pour explorer un sentier que je ne connaissais pas, que je connaissais en tant que lecteur, mais que je n'avais pas travaillé jusqu'à présent en tant qu'écrivain, c'est-à-dire le thriller. Le thriller avec pas ses figures imposées, mais en tout cas ses règles très différentes en fait de celles du roman noir. Puisque d'après moi, bon, en gros, je pense que le roman noir est plutôt basé sur des personnages, tandis que le thriller est plutôt basé sur une histoire qui vous donne envie qui vous fait poser des questions, qui vous fait vous demander mais que s'est-il passé, que va-t-il se passer, et qui a donc pu commettre cet acte qu'on soupçonne violent. Et donc bon voilà, ce sont toutes ces questions qui sont petit à petit mises en place et qui naissent dans l'esprit du lecteur. Alors que, pour reparler du roman noir, je pense que là, on s'attache plutôt à des personnages dont on suit le parcours, tout ça dans une ambiance, puisque ça s'appelle roman noir, tout ça dans une ambiance assez pesante, assez lourde. Et voilà un peu, d'après moi, c'est ce qui différencie le roman noir d'un thriller. C'est pour ton bien, et donc, d'après moi, et d'après ce que je pense que les lecteurs considèrent, et donc c'est pour ton bien donc un thriller avec, comme je disais, tout ce que ça comporte comment dire, de titillement du lecteur qu'on doit amener petit à petit, pas le mener par le bout du nez, mais en tout cas l'amener là où il ne s'attendait pas à aller. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'une part deux choses. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans cette aventure? C'était d'une part de parler d'un problème sans que ça soit une démonstration, sans que ça soit un bouquin, un message, mais de parler du problème des femmes battues. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi se trouvent-elles dans cette situation? Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ces victimes-là, on se rend compte que quand elles essayent de trouver de l'aide autour d'elles, la plupart du temps, que ce soit la police, que ce soit leur famille, que ce soit les gens qui les entourent, ne prennent pas vraiment leurs problèmes au sérieux. Ça, évidemment, ce qu'on a lu depuis quelques mois et maintenant quelques années fait en sorte que notre attention est attirée quand même par les femmes qui subissent ce genre d'événements tragiques. Mais donc, je voulais un peu parler de ça. Et d'autre part, je voulais aussi parler d'une chose qui m'intéresse depuis très longtemps, et pas seulement depuis que j'écris des romans noirs, c'est ce que j'appelle le point de bascule. C'est-à-dire, quand un personnage, quand un homme ou une femme, tout à coup, se rend compte qu'il est capable de commettre un acte d'une violence terrible, poussé par une réflexion, poussé par un regard, poussé par un geste. Tout à coup, je pense que chacun de nous est capable de basculer dans la pire violence et de commettre des actes dont il ne se serait jamais cru capable. C'est donc ces deux points, ce ne sont pas des sujets, mais en tout cas, ces deux thèmes, on pourrait dire, qui m'ont intéressé et que j'ai voulu mettre en histoire, puisque ce qui m'intéresse au plus haut chef, évidemment, c'est de raconter une histoire qui peut passionner un lectorat. Oui, vous en parlez très bien d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu la constante dans vos livres aussi, c'est qu'à un moment, les personnages arrivent à un point de non-retour. Il y a aussi une ressemblance qui m'a très fort frappé avec Si tous les dieux nous abandonnent, c'est que l'héroïne qui est ici, de la même façon que dans ce roman-là,
au début du roman, on la retrouve avec une petite crevette dans le ventre. Et donc, ça veut dire que vous la plongez, vous aimez quand même plonger vos personnages dans un environnement qui va être très difficile à vivre, très, très noir, très anxiogène, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, il y a quand même une espèce de lueur d'optimisme, c'est-à-dire que ces humains, c'est difficile évidemment de leur enfoncer la tête sous la boue quand ces personnages féminins que vous affectionnez beaucoup sont quand même enceintes dès le départ du livre. Pourquoi cette envie de jouer là-dessus? Mais écoutez, je vais peut-être vous étonner, mais vous êtes le premier à mettre le doigt sur cette ressemblance en fait entre ces deux bouquins, et elle ne m'avait pas frappé non plus. C'est très étonnant en fait. Et vous m'ouvrez les yeux tout à coup sur quelque chose qui en fait est tellement évident. Oui, effectivement, ces deux personnages féminins sont tous les deux dans une situation où elles sont enceintes pour des raisons, l'une pour des raisons un peu accidentelles, et c'est pourtant bien pour des raisons tout à fait volontaires. Mais je pense que moi, ce qui m'intéresse, pour essayer j'essaie de comprendre en vous parlant en fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le monde en fait à travers les yeux de personnages qui sont très différents de ce que je suis. Donc, évidemment, je n'ai jamais été une femme et je n'ai jamais été enceinte. Et certainement que j'ai l'impression que cet état physique est quelque chose qui peut-être me fascine en fait, et sûrement me fascine finalement au bout du compte, puisque on est en même temps, les femmes enceintes ont l'air de posséder une force extraordinaire, une volonté de vivre qui pourrait, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans C'est pour ton bien, une volonté de vivre comment dire, qui dépasse tout, oui. Oui, c'est ça. Et d'un autre côté, qui sont d'une fragilité terrible aussi. C'est cette espèce d'opposition entre cette force et cette fragilité qui sûrement m'intéresse. Ouais. Alors, je vous fais quand même le pitch en une minute. Donc, il y a un personnage central pardon, qui est Camille, qu'on découvre dès le début du roman, elle a la trentaine d'années, elle est en ménage avec Pierre depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Elle est enceinte et elle est dans une forme de déni parce que, bon, ben, malheureusement, elle prend des nions, on peut appeler ça comme ça, de l'homme qu'elle aime. Et finalement, elle se demande si elle n'est pas, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, un petit peu responsable de la situation, si elle ne doit pas s'améliorer. Jusqu'au moment où on arrive à un point de non-retour où elle décide, pour évidemment la sauvegarde surtout de la vie qu'elle porte en elle, de se casser et d'abord se rencontrer à l'hôtel. Et alors, il va y avoir un troisième personnage. Évidemment, elle a une meilleure amie à qui elle se confie. Et puis, il y a un personnage de SDF, de clochard, un espèce de type qui est en direct immédiatement sympathique, je dirais, pour le lecteur. Il s'appelle Antoine et on comprend très vite qu'il a déconné grave il y a longtemps et que Camille elle a existé apparemment dans le passé de ce personnage, et quand il la reconnaît à la sortie là où elle est allée à la maternité, enfin pas à la maternité, pour aller faire une échographie, et il la reconnaît immédiatement. Et donc voilà. On ne va pas spoiler plus loin, mais donc on part très vite dans cette logique de cette femme qui décide de s'enfuir, son mari la récupère, et puis elle va disparaître, et là commence vraiment le thriller, parce que, on va dire, il y a plusieurs pistes possibles. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à tirer les ficelles de tous ces personnages. Alors donc, ce qui m'intéresse comme question, d'abord, vous me dites si vous voulez spoiler un peu plus loin, mais je pense que c'est assez. Et l'autre aussi, vous disiez que c'était important de raconter une histoire, mais là, l'arc narratif est très fort. Tandis que quand vous faites du roman noir, finalement, vous accompagnez le personnage en lui tenant la main et advienne que pourra. On verra bien ce qui lui arrive. À mon avis, vous commencez plus les romans noirs en ne sachant pas où ça va vous mener, tandis qu'ici, vous devez savoir dès le départ où ça va vous mener. Donc c'est un exercice de style très particulier, je suppose. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui m'a évidemment beaucoup intéressé. Il m'intéressait de voir si j'étais capable justement de raconter une histoire qui, moi, m'intéressait, tout en sachant où j'allais. Puisque, comme vous le dites, quand j'écris un roman noir,
je ne sais pas exactement où je vais. J'entrevois plus ou moins de quelle manière un roman, le roman dans lequel le roman que je suis en train de travailler, j'entrevois plus ou moins la fin, mais sans avoir de détails sur la manière d'y arriver. Donc, comme vous le dites, on se prend par la main, les personnages et moi, et puis on avance petit à petit vers la sortie. Et donc, ici, avant de se lancer dans ce genre d'aventure du thriller, je pense qu'on ne peut pas se lancer au hasard. Toutes les informations doivent être dosées et arriver, livrées au lecteur à un moment précis. C'est un mécanisme d'horlogerie, en fait. Il faut régler ça de manière assez fine pour que un lecteur d'abord n'ait pas l'envie de sortir la tête et de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de me raconter ici? Et il faut aussi qu'aucune mise en question de ce qu'on lui raconte ne puisse naître dans son esprit. Donc on doit un peu pas le capturer, mais le captiver en tout cas. Le captiver suffisamment pour qu'il soit embarqué jusqu'à la fin de cette histoire. Et donc pour ça, il faut calculer ses effets, bien sûr. Et il faut qu'il soit consentant aussi, parce que il faut que tout soit en place plus ou moins dès le début, que la cathédrale tienne, et il faut en même temps manipuler un peu le lecteur, mais il faut qu'il soit consentant dans cette manipulation. C'est pas facile à construire quand même. C'est pas très facile, et le stade de la mise au point de ces détails, la mise au point d'un synopsis, on pourrait dire, est la partie la moins, comment dire, en tout cas, qui moi, me demande le plus d'efforts. Parce que après ça, quand vous avez la structure quasiment complète, habiller cette structure avec des scènes et en calculant les dialogues, en sous-pesant chaque mot, chaque terme qui est employé, tout ça, ça devient beaucoup plus jouissif en fait pour un écrivain, je pense. En tout cas, en ce qui me concerne. Donc, l'étape qui est précédente, qui est à mon avis absolument nécessaire dans ce cadre-là. Entendons-nous bien, dans le cadre du thriller. Donc, cette étape où il faut imaginer une histoire dans l'absolu et n'est pas très gratifiante en tant qu'écrivain, en tout cas. Mais je pense qu'elle est, comme je le disais, elle est absolument nécessaire. Et vous aviez des références littéraires ou cinématographiques en vous lançant là-dedans? Bah écoutez, j'ai lu quelques thrillers comme la plupart des lecteurs en ont lu. Le fait est que la vogue du thriller horrifique qu'on connaît depuis quelques années, où les auteurs rivalisent comment dire, d'imagination pour nous décrire des scènes et surtout des personnages de serial killers qui sont dotés de quotient intellectuel bien au-delà de la moyenne et qui raffinent leur technique d'assassinat. Tout ça, c'est comment dire, une vague qui ne m'intéresse pas vraiment, ni en tant que lecteur et surtout pas en tant qu'écrivain. Je tenais et je tiens, puisque je pense que je peux juste en parler de ce que je suis évidemment en train d'écrire un autre roman dans la même veine, quoi. Donc, d'accord. Okay. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en scène des gens qui pourraient être vos voisins, qui pourraient être vos parents, qui pourraient être vous-même, en fait. C'est-à-dire pas des gens exceptionnels. Je veux dire, ici, Camille et Pierre sont des gens qui pourraient être vos voisins, qui pourraient être vos enfants, qui pourraient être vous-même. C'est-à-dire des gens qu'on pourrait croiser, des gens les plus communs qui puissent exister. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Et pour montrer, évidemment, que cette histoire pourrait très facilement vous arriver à vous-même. Donc, je ne veux pas mettre en scène de personnages exceptionnels ni extraordinaires. Je veux mettre en scène les gens de tous les jours, en fait. D'accord. Vous faisiez un peu référence aussi à toute la grande vague des thrillers scandinaves où effectivement les serial killers sont nombreux. Oui, je comprends très bien. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. On va en faire une belle grosse pile à la licorne. Et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se revoir, soit pour le prochain. En tout cas, ici, celui-là, c'est un livre qu'on va vraiment bien défendre. La couverture est
ben, on voit directement finalement ce personnage de Camille, elle est un petit peu en confinement. Si on la regarde ici, elle est nue, elle a l'air d'être trempée. Et évidemment, il y a un grillage qui ferait penser évidemment à une sorte de prison. Mais c'est vrai qu'elle est dans une espèce de prison intérieure dans laquelle elle n'arrive pas à sortir. Ouais. Parce que cette couverture a l'air très très simple en fait. Mais par exemple, si on parle du grillage, en fait, ce grillage n'est pas dessiné. On dirait que ce grillage en fait n'existe pas. Et n'existe peut-être que dans la tête de Camille. Voilà, vous voyez. Donc, c'est une couverture qui dérange certaines personnes et en même temps, je pense qu'elle attire l'œil. Et avec le titre, elle provoque une espèce de choc qui fait que, je l'espère, elle donne envie de prendre le bouquin en main et d'en savoir plus. Voilà. Bon, ben voilà, je suis content d'avoir parlé avec vous. Alors, revenons à 2 secondes là, pour on va dire, la dernière question au niveau du confinement. Parce que vous savez que tous les penseurs et les intellectuels, tout le monde parle beaucoup, que le monde va changer, que le monde doit changer, que ce soit maintenant les politiques ou les intellos. Vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans les choses que vous espérez ou dans les choses que vous redoutez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important à souligner de la crise qu'on est en train de traverser? Visiblement, ça provoque des réflexions chez pas mal de gens qui, avant ça, réfléchissaient moins. si, si ça peut déjà faire réfléchir des gens, je pense que c'est déjà une très très bonne chose. L'idée que la société va être complètement différente dès qu'on pourra à nouveau vivre normalement, ben, je pense que c'est une idée qui me, comment dire, j'aurais pu y croire si j'étais encore un peu plus jeune. Peut-être que, ouais, oui, c'est terrible. Hein. J'y crois pas trop en fait. Je l'espère je l'espère vraiment que des choses vont changer. Il suffit par exemple d'écouter le discours du président de la République française, qui tout d'un coup emploie des mots dans ses discours, des mots qui sont solidarité, qui sont bienveillance et qui sont des mots à l'opposé de ceux qu'il employait il y a quelques mois encore. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que les choses vont vraiment changer? Encore une fois, il me reste encore, malgré mon grand âge, il me reste encore quelques lueurs d'espoir et j'espère qu'elles ne vont pas s'éteindre après ça. Okay. Bon, en tout cas, c'était un très très grand plaisir pour moi et aussi, j'espère, pour tous les clients de la Licorne, et ils sont nombreux à nous suivre. On faisait déjà les petites vidéos pour les enfants tous les samedis et tous les mercredis, et donc là, vous êtes le premier auteur qui s'est plié à l'exercice de la rencontre virtuelle. Je vous en remercie vivement. Humblement, je vous souhaite bonne chance à la fois pour votre livre et pour le printemps qui vient et pour les suivants. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Patrick Delperdange. Merci pour tout. Merci.